Mesdames, Messieurs, un grand honneur d'accueillir le porte-parole outre-mer du Parti républicain pour la France, Nicolas Conquer. Bienvenue au Cosmos Show. Content que vous soyez là. Merci Cosmo, merci de ton accueil et bonsoir le Québec. En fait, vous voyez ici, mais on s'est entendu pour qu'on se tutoierait. Donc, merci d'être là, Nicolas. Pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu nous expliques un peu ton parcours, comment tu en es venu, comment tu es arrivé au Cosmos Show ce soir en étant porte-parole du Parti républicain pour la France? Explique-nous un peu ton histoire. Alors ça commence avec qui je suis, donc je suis Nicolas Conquer, j'ai 38 ans et je suis franco-américain et je suis engagé au sein donc, du Parti républicain Overseas, qui est représenté par une association dont je suis le porte-parole, qui est Republican Overseas, qui est OK, donc basée en France et on représente les intérêts des Américains qui vivent au-delà des frontières. En France, il y a à peu près entre 100 et 200 000 Américains qui sont des touristes, des retraités, des étudiants ou des Franco-Américains. Moi, c'est par ma mère, mais il y en a qui sont les fameux Américains par accident du fait du droit du sol et donc ils ont des questions fiscales et des questions aussi pour pouvoir exercer leur droit de vote. Vous savez, il faut vous êtes taxé quand vous êtes non résident en tant qu'Américain et donc il faut de la représentation et donc on a obtenu des gains concrets et également on vient prêcher la bonne parole sur les plateaux télévision mainstream, militants et alternatifs également et chez vous, chez Cosmo, parce que notamment dans les plateaux mainstream, dans l'ère médiatique, il y a un parti pris progressiste, affligeant, caricatural et même si moi je suis militant, je veux apporter un peu de nuance dans la compréhension de ces enjeux parce que la politique américaine et les États-Unis, les gens aiment beaucoup en dire du mal, mais ils sont fascinés. Ils sont même plus intéressés par la politique américaine que par la politique française. Donc, j'ai beaucoup d'experts, mais qui sont en demande d'éclairage plus ancré dans le terrain, moins idéologisé qu'est-ce qu'ils peuvent entendre. Et là, ça dépasse toutes les bornes actuellement avec ce que vous pouvez entendre sur les plateaux. Donc, longue vie ah ouais, aux médias libres et au Cosmo Show pour donner un peu une vision et un écho ah, à une autre parole que tout à fait. le ronron des médias mainstream. Ah, au Québec et au Canada, on se prend, on regarde les États-Unis d'une manière, on se croit supérieur et puis on aime bien casser du sucre sur le dos des Américains. Tout est permis et puis il se dit des choses contre l'administration Trump tout à fait ignobles ici et puis on essaie de contrebalancer tout ça. Donc, tu me disais également que tu as des ancêtres canadiens en Ontario. Explique-nous un peu comme c'est quoi tes racines canadiennes, Nicolas? Alors tout à fait, moi, ma famille est une grande histoire d'amour entre, la France et la les États-Unis et le Canada. Sur plusieurs générations, mon père est un franco-canadien qui a épousé une américaine, mais avant ça, c'est ma grand-mère est une franco-ontarienne, qui a rencontré un marin, officier de marine sur un paquebot, New York-Le Havre Oh et donc wow! ma grand-mère, qui portait le nom Charbonneau, qui doit être un nom assez courant, répandu, Tout ils à sont fait, tout originaires à de fait. Hull. Ils sont originaires de Hull et c'était des Français francophones catholiques en plein milieu bien de cet environnement protestant anglophone. Donc c'est des durs de durs. Ils sont partis des Charentes, de Maran, où je me suis rendu dernièrement, parce que c'est une très belle épopée familiale et je suis très fier de cet héritage qui me donne plusieurs identités et voilà, ça colore le personnage. Oui, tout à fait. OK. Maintenant, comment on a été choisi par le Parti républicain pour les représenter outre-mer? Comment c'est, donc tu as commencé à militer dans le Parti républicain aux États-Unis, en France? Comment ça s'est développé? Ça s'est fait en fait, par une opportunité. Pour te dire, je visitais l'ambassade américaine en France et au moment où, tu sais, c'est pire que l'aéroport, la sécurité là-bas. C'était il y a 8 ans, hein, mais donc il faut enlever, sa veste, sa ceinture, ses chaussures et là, à un moment donné, mon portefeuille tombe et il s'ouvre et on voit une carte qui a attiré l'attention d'une dame avec qui j'étais. C'était ma carte de la NRA, la National Rifle Association, qui parle pas beaucoup à des Français, mais bon, en gros, c'est une carte de lobby pro-armes, pour faire simple Ouais, ou et grâce à ça propriétaire d'armes, oui, tout à fait, voilà, oui. c'est ça, pour la défense des droits des armes et c'est une Oui. cause auquel je suis attaché Mmh. à la suite de ça, ça a créé cette connexion de cette dame qui m'a un peu pris sous son aile et m'a dit: «Bah, tiens, on a besoin de toi pour militer, après on a besoin de toi pour t'engager et porter la parole» et à la suite de ça, j'ai fait mes armes, à partir de 2020 lors de l'élection présidentielle et à la suite de ça, j'essaye aussi d'apporter des éclairages entre les États-Unis et la France,
Voilà, sortir un peu de la nuance et de ce récit un peu fantasmé des États-Unis ou de cette vision apocalyptique que peuvent donner certains. Donc ça, c'est vraiment la partie émergée. Il y a le côté médiatique, mais il y a également un travail de lobbying vis-à-vis de nos parlementaires, et également un aspect culturel, social, c'est-à-dire entretenir des événements culturels entre Américains qui sont loin de leur pays, ou de Français qui sont sensibles à des questions américaines, qui ont envie d'aller étudier, travailler, s'expatrier ou que sais-je. Donc ça peut créer un petit réseau aussi d'entraide et d'amitié en France. Est-ce qu'il y a des représentants du Parti républicain américain dans tous les pays du monde ou c'est coutume d'en avoir dans plusieurs des liens dans plusieurs parties du monde? J'avais jamais entendu parler de ça. C'est partout là où il va y avoir des antennes, là où il y a des Américains en nombre. Les premières communautés d'Américains en dehors des frontières sont au Canada et au Mexique. Bon là, il y a une proximité géographique, il faudrait que je vois s'il y a une antenne, mais oui, effectivement, on est représenté. Pour tout te dire, moi, ce qui me concerne, ma zone va au-delà de la France, elle couvre également la Suisse et la Belgique, où ça va dépendre, tu sais, parfois il y a une vacance du siège, et donc du coup, nous, on est heureux d'intervenir, c'est francophone aussi. Oui, oui, dans la Heu, francophonie, c'est pourquoi que je te ouais, reçois ce soir au Cosmos Show, tout à fait. voilà. Parce que évidemment, nous autres, ici au Canada, on se pose bien des questions. Ici au Cosmos Show, on est pro-Trump depuis toujours. Et puis, je ferais dans un environnement conservateur pro-Trump depuis des années ici dans la résistance médiatique canadienne. Et puis, on a appuyé Trump tout au long. On est très heureux de sa victoire, évidemment. J'ai traduit beaucoup de ses discours. On me considère comme le traducteur officiel de Trump au Canada. Et puis, mais évidemment, après sa victoire, après son discours de victoire, il nous a parlé d'agrandir les frontières physiques des États-Unis. Ça, il n'en avait jamais parlé en campagne. Ça nous a pris par surprise. Et puis, ici au Canada, on ne sait pas comment réagir face à ça. Et puis, donc, moi, je me disais, OK. Trump dit officiellement qu'il veut intégrer le Canada dans les États-Unis comme le 51e État. Au début, on croyait que c'était des blagues. Là, on se rend compte que ça semble sérieux. Là, il y a la guerre tarifaire. Euh, à ton avis, de ton point de vue, d'où vient cette idée-là et c'est quoi le endgame où on veut se rendre officiellement? Est-ce qu'il veut vraiment que le Canada devienne les États-Unis? Ce que j'ai l'impression. Et quelles seront les démarches démocratiques pour que cela puisse se faire? Comment, c'est quoi ta vision là, des relations canado-américaines face au 51e État, la vision de Trump? Je vais te donner mon point de vue parce qu'on est en train de parler de vision et tout n'est peut-être pas établi, mais en ce qui moi me concerne, Donald Trump, il est élu, il a un mandat populaire et il a vocation de rendre sa splendeur aux États-Unis. Il a aussi conscience de cette zone dans laquelle il s'intègre, qui est la zone Atlantique Nord, avec au nord le Canada, le Mexique et différentes îles autour, le golfe du Mexique, désormais le golfe d'Amérique. Ah oui, il Et ne faut donc, pas le dénammer. C'est terminé le golfe du Mexique, c'est le golfe de là, le golfe l'Amérique depuis d'Amérique, cette mais semaine. donc il a à cœur de rétablir les intérêts des Américains avant tout sur les intérêts d'accords financiers qui allaient au détriment des Américains. Et en soi, c'est pour ce quoi il a été élu et donc il tient ses promesses en disant que si on n'arrive pas à maintenir l'intégrité, la sécurité des Américains en ayant un contrôle des frontières ou si on a également des trafics de drogue qui viennent prospérer, eh bien, il va falloir mettre des sanctions sur ces pays qui sont des voisins, qui sont les principaux affluents. Alors, j'ai conscience que le trafic de migrants et de fentanyl est beaucoup plus réduit que ce qui arrive par la frontière mexicaine, mais c'était une manière d'obtenir des contreparties immédiates. On le dit quand même, du Justin Trudeau, qui était Premier ministre démissionnaire, a tout de même agi avant que les sanctions soient mises en place et elles sont différées de 30 jours. Donc moi, je pense qu'il y a surtout des effets d'annonce et une logique un peu transactionnelle pour se dire que je dois obtenir des résultats. J'ai un mandat qui dure 4 ans, qui est court. Il y a des élections de demi-mandat qui sont au bout de 2 ans et donc au bout d'un an, vous êtes déjà en campagne. Donc c'est impératif d'obtenir des résultats immédiats. Là, ça concernait la sécurisation de la frontière et limiter les afflux de drogue. Derrière, tu en as parlé, il y a des questions de guerre commerciale, mais c'est surtout de protectionnisme en ce qui concerne l'acier et l'aluminium. Effectivement, le Canada est beaucoup plus visé
que nous autres pays européens qui exportons moins vers les États-Unis. Mais ce que ça dit, c'est qu'ils sont fidèles en soi à ce que les États-Unis ont toujours été. Ils ont une logique de surproduction, ils doivent garantir leur marché intérieur, mais ils doivent également exporter. Et donc, en soi, ils vont protéger leurs intérêts, qui est tout à fait, à mon avis, logique, raisonnable, pertinent. Ensuite, en ce qui concerne le fait de devenir ou pas le 51e État, je pense, et peut-être que moi je suis naïf, mais je voyais avec ça une petite pique, un petit jeu vis-à-vis de Justin Trudeau, qu'il a entretenu volontairement, voire un peu en défiance. Mais c'est un peu le trash talk, ou je sais pas comment dire ça, les petites défiances qu'on peut avoir à travers les réseaux sociaux. Je pense que quand ils se sont vus hier, il y avait le vice-président J.D. Vance qui était à Paris pour un sommet de l'IA, Justin Mhm. Trudeau, ministre Oui. démissionnaire, était là. Il vient pas le tancer de gouverneur. Vous voyez, je pense qu'il y a l'aspect des réseaux et il y a la vraie vie derrière où c'est encore, même s'il est démissionnaire, il reste encore enfin, ce chef d'État avec lequel on interagit, on maintient ces liens de proximité. Donc moi, pour différentes raisons, hein, tant par rapport à la taille, qu'à la population, que aussi à tout le Québec francophone, de toute manière, ça serait indissoluble dans les États-Unis en l'état actuel des choses, quoi. C'est pas, c'est tant pas souhaitable que pas matérialisement faisable. Et ça susciterait pas d'intérêt de la majorité. Peut-être qu'en Alberta, il y a des gens qui verraient ça d'un bon œil, mais en tout cas, notamment au Québec, les gens s'y opposent fermement de ce que je peux en lire. Donc, je pense qu'il n'y a pas. Oui, ben, oui, en fait, c'est que si le Canada en entier devient un État, à mon avis, ça, c'est inconcevable parce que ça deviendrait un État beaucoup trop gros, beaucoup trop Ça, puissant il deviendrait l'équivalent de la Californie en c'est termes de ingérable. population. Puis je pense pas que les États-Unis auraient intérêt à avoir un État aussi puissant. Et puis ce serait un État de gauche nécessairement, parce que le Canada est beaucoup plus à gauche. À part l'Alberta, que le reste des États-Unis. Donc, à mon avis, s'il y aurait une possibilité d'intégrer les États-Unis, il faudrait que ça soit au moins 3 États, sinon 4. Et puis, si le Québec reste dans le Canada et le Canada devient le 51e État, le Québec perd culturellement parce qu'il serait euh, submergé d'anglophones et sa culture ne pourrait pas survivre. Donc, tomberait en état de faiblesse. Par contre, si le Québec deviendrait lui-même un État, là, à ce moment-là, le Québec deviendrait plus fort et plus puissant qu'en étant une province canadienne, parce qu'un État américain a beaucoup plus de pouvoir sur son territoire qu'une province. Donc, peut-être que ça pourrait être vendable, mais je me demandais quelle serait la stratégie américaine euh, d'une manière démocratique. Si on voudrait que le Canada devienne un État ou plusieurs États américains, de quelle manière on pourrait vendre les États-Unis au Canada d'une manière démocratique? Il faudrait qu'il y ait un Ouais. référendum, des référendums. Comment tu vois ça? On est d'accord que là, on est en train de faire un peu de la politique fiction. Alors certes, pour Oui, vous, c'est une blague qui n'en est plus une, mais j'adresse ça d'une manière purement hypothétique. Et je reviens juste sur le fait que je te rejoins sur le fait que ça serait à minima plusieurs États, ne serait-ce que par rapport aux sensibilités différentes. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très très hypothétique. Maintenant, très comment bien. est-ce que ça doit se faire? Je pense qu'on a des exemples historiques. Là, on parle du 51e État, pour juste aller dans le fil rouge. Le 50e État, c'est l'Alaska. L'Alaska, c'est une acquisition relativement récente au sein des États-Unis. C'est vrai. Ça a été acheté là, donc, dans les années 40. Ça a été accumulé, enfin agrégé au sein de l'Union. Il y a eu un process, il y a eu un achat qui a été fait d'ailleurs auprès de l'URSS, c'était à vil prix d'ailleurs. Il y a eu une transaction. De la même manière que Puerto Rico et les Samoa aussi assez récemment ont été ajoutés, mais comme des territoires et non des États. C'est-à-dire que ils peuvent envoyer des délégués, mais ils n'ont pas de représentants et pas de sénateurs. Parce que ça aussi, c'est la véritable question. C'est derrière institutionnellement, c'est considérable. Donc voilà, je le fais volontairement pour l'exercice, c'est la gymnastique intellectuelle, mais ça pose différentes questions. À ce compte-là, le jour où le Danemark accepte de céder le Groenland. Est-ce que ça devient, je sais pas quoi, le 55e État? Est-ce qu'ils ont des sénateurs? Est-ce qu'ils en ont pas? Ça pose toutes sortes de questions, mais je pense qu'il y a un processus démocratique qui est du moins prévu parce qu'il y a des précédents historiques. C'est pas du tout, je suis pas en train de dire qu'il faut le faire. Je suis en train de dire que c'est quelque chose où dans l'histoire récente,
On a déjà vu les choses. Bon là, si c'est un État entier, en l'occurrence, lorsque c'était l'Alaska, c'était une portion de l'URSS. Si on remonte encore plus loin dans le temps, et ce qui nous concerne nous Français, c'est on a quand même vendu la Louisiane et tout le Dixieland OK. à vil prix aussi, hein. Mais donc c'était une partie du territoire. Là, si c'est l'ensemble d'un État qui choisissait, on va prendre l'exemple du Canada, même si c'est pas ce que je Mmh. préconise, il faudrait, il y a peut-être un cas un peu particulier, c'est-à-dire qu'un État qui renoncerait à sa souveraineté pour être fusionné dans un autre, c'est un cas d'école intéressant. Il faudrait savoir si là, ça sortirait de juste un État supplémentaire. Mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que je pense que vous-même, il peut y avoir des discussions, ça reste assez théorique, mais je pense pas du tout que ce soit dans une optique militaire armée, hégémonique, impérialiste. Et je le dis d'autant Non. plus que moi, je ne suis pas du tout attaché dans la ligne républicaine des néoconservateurs et d'un impérialisme américain. Je suis très attaché à la nation forte des États-Unis et ce qui contribue à ce qu'on appelle la doctrine Monroe, qui date des débuts du 19e siècle, qui disent que bah, les États-Unis comme nation doivent conforter en fait, tout leur intérêt stratégique, parfois en étendant leur territoire, mais surtout en captant des ressources nécessaires au développement de leur nation et de la sécurisation des intérêts nationaux. Donc c'est plus dans cette optique-là, on est plus dans une logique d'une doctrine Monroe sous stéroïde que dans une conquête de territoires effrénés dans une zone allant du golfe d'Amérique jusqu'au golfe du Labrador. Si je peux faire cette comparaison-là, je pense que c'est vraiment plus de sécuriser les intérêts et également s'assurer que dans les échanges commerciaux, les Américains ne soient pas perdants dans les échanges qu'ils ont avec leurs partenaires commerciaux. De mémoire, c'est un déficit commercial avec le Canada, non? Tout à fait. Qu'ils ont. Oui. Maintenant, les politiciens canadiens, et provinciaux et fédéraux sont pris dans un dilemme où, ils se sont chacun de ces politiciens-là maintenant tente de devenir plus patriotique que son adversaire. C'est à savoir qui va être le plus capitaine Canada pour affronter Donald Trump. Parce que chez les conservateurs, les libéraux, ceux qui sont plus à gauche au Parti néo-démocrate et les chefs des provinces sont tous en position d'affrontement face à Trump. Et puis, c'est comme si donner des points à Trump ou vouloir travailler avec lui, ce serait comme trahir le Canada. Et puis, je me demande quelle serait la stratégie pour, d'un point de vue américain, pour amadouer certains de ces politiciens-là. Pour l'instant, il n'y a que Daniel Smith en Alberta qui semble être sur la même longueur d'onde ou être capable de travailler avec l'administration Trump. Au moment où on se parle, tous les premiers ministres canadiens des provinces sont à Washington pour tenter de vendre leur salade, mais sont très, très, très malhabiles. Le premier ministre du Québec, la première chose qu'il a dit en arrivant à Washington, c'est de dire que ce que Donald Trump fait, c'est ridicule, il le ridiculise. Les médias ici ridiculisent Donald Trump sans arrêt. On le traite de tous les mots, même des mots qui a valu des poursuites aux États-Unis. Je me demande quelle devrait être la stratégie américaine pour tenter d'amadouer le Canada à ses positions. À ton avis, quelle serait la stratégie à adopter? Et du côté canadien, pour tenter de se rapprocher, et du côté américain, de tenter de tendre la main pour sortir de l'affrontement. Alors, il y a 2 choses. Il y a cette nouvelle administration Trump qui rentre en place, mais à côté de ça, il y a une accélération de l'histoire au Canada avec la démission de Justin Trudeau, qui aussi ça change la donne. Alors est-ce que c'est une cause-effet de l'arrivée de Trump? Je pense qu'il y avait déjà une défiance au sein de son propre parti. Après, son ministre des finances est parti. Bon, moi je dis ça, je suis un observateur assez lointain, j'essaie de comprendre, Oui, je ouais, mais commente c'est vrai, vous parfois, avez tout à fait, t'as tout mais à fait raison là-dessus. C'est bien. il y a un peu de mouvement interne et de mémoire, les élections sont en octobre prochain. Enfin, Oh c'est ben, maintenant. on ne sait pas. Ça peut techniquement aller jusqu'en septembre 2026. Ah oui, C'est non. qu'au moment où on se parle, le parti qui est au pouvoir, qui est le Parti libéral, mené par Justin Trudeau, est minoritaire. Donc, pour qu'il demeure au pouvoir, il doit avoir le Bloc québécois, qui est l'équivalent du Parti libéral en bleu, nationaliste, supposément séparatiste, mais qui ne sert qu'à garder le Parti libéral au pouvoir. Et à sa gauche, il y a les Oranges, le parti plus communiste à gauche, qui lui aussi vote toujours avec le Parti libéral. Donc, on a trois partis qui votent toujours ensemble pour que le Parti libéral reste là. En fait, c'est pour que les conservateurs ne viennent pas au pouvoir. Donc, on Ouais, a ces trois partis-là qui
tant qu'ils voient que les conservateurs sont en avance, ils vont tout faire pour garder le Parti libéral au pouvoir. Donc, là, on a Trudeau qui a dit qu'il était pour partir, mais il ne part pas. Et puis, donc, on a une course. On sait très bien que on sait déjà qui va gagner. Ça va être Carney, qui est exactement pareil comme Justin Trudeau, avec un nouvel emballage. Mais là, les médias font comme avec Kamala Harris. On nous la vend, on nous fait croire qu'il y a une remontée du Parti libéral parce que Carney est là. Personne ne le connaissait il y a un mois. Il n'est qu'une copie de Trudeau. Et mais là, quand Carney va arriver, les conservateurs disent OK, on va faire tomber le gouvernement, on va aller en élection. Mais là, le Bloc québécois et les NPD ne voudront pas parce qu'ils savent qu'ils vont perdre et que les conservateurs vont arriver au pouvoir. Donc, techniquement, on pourrait être dans ce no man's land constitutionnel pendant encore un an et quelques. Puis je me demande justement si Trump aux États-Unis ne vont pas tenter d'influencer la politique canadienne pour dire OK, on va mettre des tarifs agressifs jusqu'à temps qu'il y ait une élection démocratique. Penses-tu que c'est une possibilité? Je vais y répondre, mais je voulais juste faire une parenthèse en faisant un retour en France où c'est un peu une situation assez analogue avec une crise institutionnelle où notre pays il est à l'arrêt parce que on a ces différents blocs qui empêchent d'avoir une majorité. Alors, c'est pas le même mode de fonctionnement, mais quand même, on a cette gauche qui, dans une alliance contre nature, veut faire barrage à la droite, voire même l'extrême droite. On appelle ça les fronts républicains. Ça nous fait, Oui. c'est pathétique. Ils ont rien à apporter. Ils sont juste dans une opposition stérile et ça mène le pays dans une impasse dans lequel on est incapable de gouverner et prendre en main les clés et les rênes de notre destinée. Je termine sur cette parenthèse pour juste dire qu'on a parfois des situations assez similaires et analogues. En ce qui concerne le Canada, euh, effectivement, tu as mentionné là, ce vide qui peut se prolonger, serait là, à mon avis, très préjudiciable pour le Canada. Et il faut savoir entendre raison et, à mon avis, dépasser ou que ces partis-là soient désavoués par leurs militants, parce que ça précipite le Canada à sa perte dans cette situation où les choses bougent très très rapidement en ce moment. Et encore une fois, c'est pas dans une logique de dire que c'est dans une logique hostile et menace des États-Unis, mais c'est juste la réelle politique, les relations internationales. Il faut regarder ça avec des enjeux stratégiques et c'est pas un monde de bisounours. Donc, hélas, les Canadiens, bon, certes, vous dites beaucoup de mal de Donald Trump sur les médias mainstream, Mhm. mais par le monde, vous êtes assez connus pour être des gens assez polis et peut-être parfois angéliques. Là, il faut être beaucoup plus dans le réel et savoir qu'il y a une part d'agressivité, de réel politique à avoir. Donc, je pense que ça nous dit que il va falloir trouver aussi des positions à adopter et on voit qu'elles sont assez différentes. Moi, j'en vois trois différentes. Je vais vous livrer la première qui est celle pour laquelle j'ai un affect particulier, mais ça n'engage que moi. C'est le Parti conservateur avec Pierre Poilievre Oui. qui lui te dit non mais nous on va rester un pays indépendant, souverain, le Canada est fort et fier, et il donne pas dans le sens de Donald Trump, il réaffirme sa stature. Je pense que c'est aligné, c'est juste ce qu'il faut comme un peu comme obstruction, comme opposition, sans vouloir être dans une surenchère de dire ah bah tiens on va aller appliquer nous aussi ces mesures douanières et on va mettre la main sur la Californie et les choses comme ça qui sont US. Je pense que c'est pas du tout ce qui est sain, constructif autour de la table des négociations. Et après, j'ai oublié le nom c'est en Ontario, où Doug Ford, le ouais, premier Doug Ford, ministre Doug Ford. qui lui veut rentrer dans une guerre frontale Oui. avec Trump et les États-Unis actuellement. C'est clairement pas ce que je souhaite de faire. Enfin, je pense que et accessoirement, je pense que c'est un peu dans la même ligne. C'est Harper qui dit aussi, bah en fait, L'ancien les premier Canadiens ministre. Oui. il faut accepter que ça vienne affecter le train de vie des Canadiens, et qu'il y a une certaine forme de confrontation qui est normalisée, acceptée. Je pense que si on devait faire un sondage sur la majorité des Canadiens, malgré leurs attaches partisanes, ils souhaiteraient au contraire que ça se déroule de manière plutôt pacifique. Mais encore une fois, je pense que c'est volontairement aussi alimenté aussi peut-être par certains partis canadiens pour essayer peut-être de lutter contre une influence peut-être du parti conservateur qui jugerait trop proche de Trump. On l'a vu, Pierre Poilievre était quand même soutenu par Musk, il me semble. Donc Oui. il y a quand même ce côté où c'est une manière de dire he's the boogeyman, où c'est lui Oui. le vilain, c'est lui notre méchant, donc il faut aller se détourner.
Donc, voilà, ils ont peut-être intérêt à ce que cette situation dure. Moi, je crois au contraire il faut une décision courageuse. Effectivement, pour moi, ça n'a rien changé, la démission de Justin Trudeau. Il aurait vraiment dû, démissionner purement et simplement et que provoquer des élections anticipées si tel était le cas. Mais effectivement, encore une fois, moi je le dis, je me veux rassurant et ça n'engage que moi, mais ma compréhension tant dans la rhétorique que les priorités stratégiques pour les Américains, les États-Unis, l'administration de Trump, se dirige davantage vers de la stabilité dans le monde, la fin des conflits en Ukraine, dans le Proche-Orient, que, de partir dans des logiques de conquête qui sont de toute manière assez fictives. Mais, je peux comprendre ce sentiment un peu de panique, surtout auprès voilà, de gens qui sont peut-être pas familiers ou qui sont un peu, matrixés par ce qu'ils vont entendre sur, l'équivalent de CNN ou BFM TV, au Canada. Ouais. Au départ, lorsque Trump est arrivé avec ses 25 de tarifs, il parlait de contrôler la frontière, contrôler le trafic de drogue, spécialement le fentanyl. Le Mexique a réagi en disant: «OK, on va mettre 10 000 soldats à la frontière, on va contrôler le fentanyl». On a eu un sursis de 30 jours. La même journée, le Canada a plié pour les mêmes choses. Heu, mais on se demande, y a-t-il moyen pour le Canada et le Mexique de vraiment satisfaire Trump, ou ces tarifs vont toujours être un épée de Damoclès au-dessus de Exact. la tête pour pouvoir contrôler à distance les politiques canadiennes et dire: «OK», parce qu'il y a une grande rumeur qui dit que dans le fond, Trump, s'il s'en prend à nous, c'est qu'il trouve qu'on est trop contrôlé par la Chine, trop communiste, trop socialiste, puis avec ces tarifs-là, ça serait une manière pour lui d'influencer nos politiques intérieures. Effectivement, là, tu reprends le terme que j'allais dire qui était une épée de Damoclès. L'enjeu, c'est on ne sait pas si elle va être mise en place, mais on vit dans la crainte que ça puisse s'exécuter. Et il faut quand même donner le change. Là, il y a des contreparties immédiates qui ont été obtenues. Je pense que Donald Trump, lui, va vouloir être satisfait, sur certains enjeux. Ensuite, en ce qui concerne l'influence étrangère et une dérive, sans doute liée aussi à une grande population qui vient du Pacifique, qui vient un peu influer, le Canada et qui aussi, concerne aussi, la côte ouest américaine. Il y a peut-être ces enjeux-là, mais à mon avis qui se jouent plus sur le long terme. Là, immédiatement, et c'est pas en je pense pas que c'est en appliquant, même si tu mettais 250 de tarif, tu n'éradiquerais pas l'influence, de puissances, étrangères, que le virus mental du wokisme, c'est un processus quand même lent qui s'invertit. Là, si lui, il veut des moyens immédiats, il les a obtenus en 24 heures pour 30 jours. C'est des effets d'annonce. Il y a ce côté un peu, on l'a connu, il a fait des matchs de catch. Bon, Justin Trudeau, il a fait des matchs de boxe aussi, mais Oui, je fais la limite de ah la oui, comparaison, mais c'est oui, juste de dire, il maintient la pression, quoi. C'est pas, oui. on va gérer ce dossier-là, c'est non, j'obtiens un résultat et c'est immédiat et ça montre cette énergie. On verra aussi, sous quel signe s'est placé le début de cette administration, mais c'est qu'il ne se passe pas un jour sans que Donald Trump obtienne des résultats, parce qu'il a beaucoup d'opposition en interne comme en externe, et notamment les médias qui lui savonnent la planche. Mais dans le fond, je pense que là, effectivement, les tarifs, désormais, on va parler de ce qui est en place, c'est-à-dire qu'il y avait la menace de tarifs sur l'ensemble des produits, ça aurait été considérable, évidemment, ça aurait mis à plat beaucoup d'économies et pas seulement la canadienne. Maintenant, c'est très ciblé. Et c'est ce que moi, j'annonçais, c'était ces mesures douanières, elles ne vont pas s'appliquer en français en texte, across the board, sur tous les produits. Elles se font de manière ciblée pour privilégier des industries Mmh. soit stratégiques, soit vraiment rudement mises à l'épreuve, notamment l'industrie de l'acier et l'aluminium. Ouais, Moi, l'aluminium, c'est ce qui fait le plus je suis plutôt mal. libertarien, je suis pas très, très attaché à ces mesures douanières. Je suis plus pour, le libre marché, la concurrence, mais de fait, vis-à-vis de la concurrence de la Chine ou autre, sur ces marchés-là, on peut pas exister. Les États-Unis ont pâti de cette mondialisation heureuse qui leur a valu, des désertifications, la Rust Belt, le déclassement des classes moyennes, qui aujourd'hui ont reporté Donald Trump au pouvoir et qui attendent que les boulots puissent être rapatriés et que désormais ils puissent vivre de leur travail plutôt que d'être livrés aux drogues, fentanyl, obésité, fast-food et j'en passe. Ils ont besoin de recroire en rêve américain et ça passe par la fierté des produits made in USA. Et Oui. je pense que les Canadiens aussi prendront en main leur destinée en choisissant un leader qui arrivera aussi à réincarner ce rêve canadien.
Ben oui, parce qu'en quelque part, ici, ça l'a ravigoré la pensée patriotique ou le vouloir d'achat local, ce qui n'est pas mal en soi. Les gens disent, OK, on va acheter local, acheter des produits plus locaux. On ne peut pas être contre la vertu, c'est bien partout dans le monde. Mais est-ce que Donald Trump, depuis qu'il est au pouvoir, nous révèle, c'est à quel point ici au Canada, puis probablement qu'en France, c'est la même chose, ça nous démontre, c'est qu'il y a des scandales qui éclatent. Je pense notamment à ce qu'il y a avec USAID ou USAID, qui nous démontre que de l'argent a été détourné de l'aide internationale pour financer les médias qui ont été instrumentalisés pour créer de la propagande contre Trump, contre la droite, contre les républicains. Puis là, au Canada, on regarde ça, puis OK, aux États-Unis, ils trouvent que c'est un scandale, mais au Canada, ça marche de facto comme ça. Aucun média au Canada n'existerait sans le soutien de l'État qui crée de la propagande contre nous-mêmes. Est-ce qu'en France, on voit ça de la même manière? Ici, on tait cette histoire-là parce que dans les médias, si on parle de cette histoire-là, ça révèle que nous autres, on est de la propagande au Canada. Est-ce qu'en France, comment on voit, lorsqu'il y a des scandales de détournement de fonds avec ce que Elon Musk fait, Dodge, USAID, comment c'est traité en France? Est-ce qu'on tente de cacher la nouvelle également? Alors, 2 choses, hein, sur le paysage médiatique en France également, c'est un secteur qui reçoit beaucoup de subventions publiques. Beaucoup de ces organes de presse ne vivent pas que grâce à ça, mais survivent grâce aux subventions qui se chiffrent en millions. Et du coup, on l'a un peu mauvaise, nous, en France, indépendamment que ça vienne de puissances étrangères ou pas, mais que nos impôts viennent à financer des journaux qui nous crachent à la gueule, littéralement. Donc ça, c'est la 1re chose, c'est-à-dire qu'il y a un biais où, on finance la presse, où encore une fois, on voudrait que le marché laisse faire et que, s'ils n'ont pas d'audience et ben, ils ferment, ils se réinventent ou ils sont plus créatifs ou ils font un vrai travail de journaliste plutôt qu'un travail d'activiste militant. Ça, c'est sur la 1re chose concernant nos impôts et les subventions allouées à la presse. La 2e chose concernant le scandale de l'USAID, c'est quelque chose qui avait été annoncé et qui était très attendu dans les priorités de Donald Trump, qui était de faire le ménage dans les écuries d'Augias du budget fédéral américain. Elon Musk s'est attaqué pas forcément au plus gros gâteau d'entrée de jeu, mais il allait voir ce qui était le plus symbolique, l'USAID, l'aide américaine au développement à l'international. C'est-à-dire que le contribuable américain va financer des projets qui bénéficient à des gens au-delà des frontières, qui sont censés aller dans la sécurité nationale des Américains. D'une certaine manière, enfin, there's no free lunch, rien n'est gratuit, ou à minima, c'est pour les causes humanitaires sensées, dignes, plutôt que de financer, par exemple, des projets très progressistes, woke et j'en passe. Ah ouais, Et des ce qui émissions s'avère pour être le enfants cas. LGBTQ en Iran, entre Je autres, vous le ou donne dans le mille, ouais. il y en avait, c'était pas l'ensemble. Là, pour l'instant, les fonds ont été gelés pendant 90 jours, mais ça permet de faire mettre le jour et donner de la transparence. Donc, à qui bénéficient ces fonds, qui travaille pour ça. Et en fait, ça montre surtout qu'à travers ces budgets-là, ça a recasé énormément de démocrates et progressistes qui n'étaient pas élus, qui vont pantoufler ou qui vont travailler dans ces officines-là et qui vont financer des projets militants qui, encore une fois, sont autant d'argent qui ne sont pas investis aux États-Unis pour venir, je sais pas quoi, moi, en aide à des gens victimes de catastrophes naturelles après des ouragans ou après des feux de forêt en Californie. Il y a un véritable coût d'opportunité, quoi. Tout cet argent qui n'est pas investi, il se traduit avec des conséquences assez douloureuses. Et en ce qui concerne ta question sur le fait qu'au-delà de certains projets humanitaires, dans le lot, il y en a certains qui sont justifiés et qui sont sans doute presque nécessaires, même si il faut être dans une cure d'efficience. Je le dis, peut-être qu'on l'a pas évoqué, mais on parle de 50 milliards de dollars à la grosse, ce qui est tout juste 1% du budget fédéral. Donc encore une fois, on s'attaque à petit, mais ça montre quand même l'ampleur du scandale par rapport à ça. Et le fait est que parmi certains des fonds qui étaient alloués, on l'a vu en France, que certains médias, d'ailleurs même aux États-Unis, ont bénéficié de ces subsides-là, tant dans des abonnements que dans des fonds. On se demande quelles sont les contreparties, mais ça va se chiffrer en millions. Notamment à ce stade, c'est l'AFP. Bon, je reste un peu avec des pincettes, on va attendre que vraiment les conclusions sortent réellement. Ben, Mais ce j'ai que j'ai ça vu montre, Associated Press avait reçu une grosse part, Politico, et ouais. aujourd'hui, on nous apprend que Reuters, en fait, Donald Trump, plutôt aujourd'hui, demandait à ce que Reuters, l'agence de presse, rembourse 9 millions
Donc, il a tweeté ça plus tôt dans la journée. Donc, le scandale de financer sa propre propagande qui l'a détruit. Et même, on a appris même que il y a de l'argent qui avait financé Black Lives Matter pour Ah, l'été incroyable, de l'amour de 2020, où n'importe quoi. le Ouais. gouvernement américain a financé sa propre destruction en 2020. C'est Bah, c'est épouvantable. c'est littéralement l'illustration de cet état profond, des personnes non élues qui arrivent à, canaliser les fonds pour attaquer, directement les intérêts, bah, du bien commun, de l'harmonie au sein du pays. Ça a créé des émeutes qui ont coûté des milliards de dollars. Moi, je suis originaire de l'État du Minnesota et je peux te dire Ah oui? qu'on Ah a ah. vécu les séquelles, des centres entiers qui sont brûlés et désormais aussi, une logique complètement, idéologisée, enfin Minneapolis, c'est absolument dramatique. Et j'en termine en disant que sur ces éléments, ça montre que, on a et justement j'étais interpellé par ça, c'est-à-dire que ces fonds, ils sont destinés, bah, voilà, à des œuvres, à des médias. Nous en France, on a également beaucoup d'anciens politiques, d'anciens ministres ou, de personnalités diverses et variées qui viennent s'exprimer au titre d'ONG et j'ai comment dire en anglais? «I want to see the receipts». Qui paye la facture? Ah ah. Qui Quel est votre mandat pour que vous nous donniez des leçons de morale? Qui finance derrière? Est-ce que c'est le contribuable? Bon d'accord, ça passe, mais on va peut-être couper ça avec un Dodge français. Maintenant, Mhm. est-ce qu'il y a des intérêts, progressistes, mondialistes ou que sais-je, qui vous financent? On a besoin de savoir. En France, on a une censure gouvernementale, sous couvert de, d'égalité du temps de parole qui s'appelle l'Arcom, où on vient te dire: «Bah tiens, toi tu peux parler, toi tu peux pas parler parce que, tu pas tu dépassé le quota», donc on vient museler souvent l'opposition dont je fais partie au passage. D'accord. Donc ce qui fait que moi ça m'empêche de m'exprimer sur des plateaux mainstream parce que j'ai été candidat dans une élection législative passée, donc on considère que même si je parle que des États-Unis, conquérir, il faut pas qu'ils viennent sur les plateaux. Donc voilà, D'accord. sans pour autant mettre mon cœur en avant, c'était surtout pour dire: «Je veux que désormais, si on dit que, il y en a qui sont attachés à des partis politiques, ceux qui viennent au titre d'ONG ou de think tank, ils sont attachés à tel et fonds d'investissement, tel et tel grand donateur» et d'avoir de la lisibilité, de la transparence et c'est en ça que le système dans lequel on est s'oppose totalement. Ils veulent plus d'opacité, plus de centralisation. Nous, toi aussi j'imagine, sont davantage plus pour une transparence dans l'information, à la mode de Twitter où on est dans les community Oui. notes, où on peut vraiment avoir, bah, qu'est-ce qu'il y a sous le capot quand on regarde et ah bah d'accord, ça me va. Je comprends mieux sa prise de position et voilà, il y a des graves enjeux et je peux comprendre que ça suscite l'indignation. La déontologie journalistique voudrait à minima qu'on informe et quand on est en service commandé parce qu'on reçoit des fonds, à plus forte raison, d'aide internationale au développement américaine pour ensuite, aller, taper de manière éhontée avec absolument aucune impartialité, journalistique qui devrait être attendue, hein, surtout sur une agence de presse. Reuters, c'est en France, C'est que les gens font Reuters, des copier-coller. Associated Press, c'est repris partout. Ah ouais, non Dans mais les les journalistes, médias c'est des ici au copier-coller. Canada, il y a 3 sources là, journalistiques. C'est Agence France-Presse, Reuters, puis Associated Press. Puis si ces 3 organismes-là sont compromis par de la propagande, je veux dire, cette propagande-là est envoyée partout dans le monde. C'est une Bah, faut pieuvre rester épouvantable. vigilant quand même par rapport à ça, connaître l'ampleur du scandale. Voilà, il est plus, enfin, on est en train de parler de millions, ça nous paraît être beaucoup, nous, à titre particulier, hein, au titre de ces méga corporations qui ont des correspondants, je pense, leur chiffre d'affaires sont en centaines de millions de dollars. Donc, c'est sans doute un pouillème, mais c'est important de comprendre, est-ce que, je sors les grands mots, quoi, est-ce que on est dans un schéma de corruption organisée avec des intérêts, des systèmes de payback ou que sais-je, et c'est pour ça que je milite vraiment pour cette logique de transparence, de cure d'efficience des services publics de mise au jour de la gabegie financière et j'appelle de mes vœux à ce que entrepris par Elon Musk aux États-Unis soit appliqué en France. On a véritablement besoin de ça. Il faut secouer les dogmes et qu'on soit plus efficient parce qu'on se le doit là dans cette ère où désormais l'IA va venir transformer nos vies. Il y a des puissances qui seront beaucoup plus débridées que nous, notamment bah, la Chine par rapport à ça, qui ont peut-être pas les mêmes contre-pouvoirs ou la même régulation qu'on peut avoir en Europe. Et donc, c'est nécessaire qu'on gagne en productivité par rapport à ces sujets-là, quitte à ce que voilà, ça réforme un petit peu les dogmes qu'on peut avoir par rapport à nos fonctions publiques et nos services publics.
Oui, donc en fait, ce qui se passe aux États-Unis, ça révèle nos propres défauts dans nos pays respectifs. Donc lorsque ça fait scandale là-bas, on se rend compte que, ouh, de notre côté, ça marche de cette manière-là. C'est fascinant, ce qui se passe, on suit ça. Chaque jour est un tourbillon d'actions, donc ceux qui font de l'information, on a de la misère à suivre. J'imagine même que les médias doivent des fois avoir envie d'appeler à la Maison-Blanche: «Prenez un break, relaxez, on n'a pas le temps de tout couvrir ce qui se passe». C'était fascinant. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été avec nous, nous avoir parlé comme ça. J'espère qu'on va avoir l'occasion dans le futur de se reparler. C'est parce que ton point de vue est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Pour te suivre, on te suit sur X, mais autrement, je crois que tu as commencé à faire des vidéos une fois par semaine. Explique-nous, mettons, si Ah, on veut même te pas, suivre tu sais, bah, sur X, alors c'est c'est un peu, Conquer Nicolas, A commercial Conquer Nicolas. c'est Puis ça. autrement, comment on peut te suivre, Nicolas? Bah, principalement sur X et après, bah, sur d'autres réseaux sociaux avec le même nom, TikTok, Instagram. Et donc là, je lance un podcast qui est sur X, mais il sera également disponible sur les Apple, Audible, SoundCloud, tout ce que vous voulez. C'est une chronique quotidienne de décryptage de l'actualité, sans filtre, un peu énergique, ce que vous entendrez pas sur les plateaux mainstream avec, un éclairage et les ponts entre la France et les États-Unis, mais on pourra peut-être intégrer un peu plus de Canada dedans. C'est quotidien. C'est un petit investissement, de la constance, c'est l'effort qui paie et je pense que c'est nécessaire et on s'ennuie pas tellement il y a une Et actualité, puis, on peut les voir, groundbreaking. ces vidéos-là, ça dure une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Bon, on peut les voir sur X, entre autres. Entre autres avec la vidéo et là désormais vous aurez le format audio si vous voulez écouter ça dans le métro, en train de courir ou ailleurs. Ah, Je serai fantastique, ravi d'avoir vos feedbacks, vos retours et de savoir que je suis écouté dans les belles provinces, du Canada et du Québec. fantastique. Un gros merci, Nicolas. On se reparle bientôt. Bonne continuation. À À bientôt. bientôt. Bye bye.